Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal+, au Congo sur le canal 9, dans le reste du continent sur le canal 573 et en France sur Free, canal 426. Et bienvenue dans ce spécial NCA au cœur de la présidentielle en République du Congo et en direct de Brazzaville. Nous poursuivons notre série de débats thématiques dans le cadre de la campagne électorale au Congo. Comment se porte l'économie congolaise pour les uns et surtout pour les candidats de l'opposition? Elle se porte mal, très mal, et n'a aucune chance, aucune possibilité de se redresser. Mais pour d'autres et surtout pour le pouvoir, elle tient le coup, même si elle dépend encore largement du pétrole. Et à propos pétrole, quel est son poids réel dans l'économie congolaise? Sa dépendance au pétrole est-elle une fatalité? L'économie congolaise a-t-elle des possibilités de diversification? Si oui, quels sont les leviers qu'il faut actionner? Trois Congolais avec moi pour en parler. Bruno Jean-Richard Itoua, à la fois homme de Dieu et homme d'État, les deux ne sont pas incompatibles. Vous avez arpenté presque toutes les marches de la République, premier PDG de la SNPC, puis ministre de l'énergie et de l'hydraulique, puis ministre de l'enseignement supérieur, puis ministre de la recherche. Vous êtes depuis 2001 le ministre congolais des hydrocarbures, moins dans la politique que dans l'action pragmatique du développement. Vous êtes aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, au cœur des problématiques qui ont trait au pétrole, à l'économie pétrolière, aux hydrocarbures en général, mais aussi à la question de la diversification de l'économie congolaise. Vous représentez à cette table le candidat Denis Sassou Nguesso. Et en procédant ce 7 février, aux côtés du président de la République, au lancement à Pointe-Noire du premier chargement de la cargaison, du chargement de la première cargaison du GNL gaz naturel liquéfié, 2400 millions de tonnes. Vous avez inscrit votre pays, le Congo, dans le cercle restreint des pays producteurs et exportateurs du GNL, sans doute un levier de diversification, mais on n'a pas le cours de cette émission. Merci. Merci beaucoup. Jean-Richard Itoua d'avoir accepté notre invitation. Xavier Kitimbu, vous êtes consultant en ingénierie juridique et politique. Enseignant êtes-vous à l'ENAM, École nationale de la magistrature. Vous formez les magistrats et les diplomates de demain avec le candidat Euphrem Dave Mafoula, le leader des souverainistes que vous soutenez et que vous représentez à cette table. Vous prônez une nouvelle gouvernance pour le pays. Irez-vous jusqu'à dire, comme le candidat Vivien Manango, qu'il faut sortir complètement du pétrole? Avons-nous, selon vous, la possibilité de diversification de l'économie de votre pays? On en parle au cours de cette émission. Merci. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et Alphonse Ndongo est avec nous. Vous êtes journaliste et éditorialiste. Je vous ai invité comme journaliste économique, directeur de ANTV, une télévision consacrée à l'économie et aux finances. Vous n'êtes encarté dans aucun parti politique. Pardon, vous ne représentez donc aucun parti à cet âge. Merci. Merci. La diversification de l'économie au Congo, sortir de la dépendance au pétrole, pour l'opposition congolaise, c'est juste un slogan, mais pour le pouvoir, c'est déjà une réalité. Mais qu'en est-il dans la réalité? On en parle après ce reportage signé NCA. À Pointe-Noire, les tours de forage continuent de rythmer l'économie nationale. Mais dans les états-majors politiques à Brazzaville, le mot d'ordre a changé. Il faut préparer l'après-pétrole. Pour le camp de la majorité, la transition est déjà une réalité comptable. Un effort important a été accompli pour que nous soyons partis du désendettement pour le développement. Il y a une trajectoire qui est tracée pour promouvoir les investissements et faire en sorte que l'État puisse renforcer ses ressources domestiques pour ne pas compter systématiquement sur le pétrole. Un discours de stabilité qui se heurte frontalement aux critiques de l'opposition. Pour les adversaires du pouvoir, la dépendance au brut est le fruit d'une gestion qui a sacrifié la transparence et les secteurs productifs comme l'agriculture. Le pays va mal, très mal, depuis plus de 10 ans. On se plaît à dire que nous sommes en crise, mais d'une part, nous avons une affaire de 14 000 milliards du Fonds des générations futures dont l'engagement avait été pris pour nous dire ce qu'il en est. L'aide ne nous amènera jamais au développement. Au-delà de la joute politique, les chiffres sont têtus. La volatilité des cours mondiaux rend le budget de l'État extrêmement vulnérable. Pour les experts, la diversification n'est plus un choix,
mais une question de survie sociale. La diversification économique n'est pas une option, c'est aujourd'hui une obligation. Elle exige avant tout une réelle volonté politique, du courage, de la rigueur et une vraie confiance mutuelle entre le partenariat qui devrait se nouer entre l'État et le secteur privé. Le Congo est prêt à accueillir, accompagner et protéger les investisseurs qui partagent cette vision d'un développement inclusif, durable et équitable. Entre urgence climatique mondiale et nécessité de croissance interne, le prochain quinquennat sera celui du grand virage économique. La diversification n'est plus une option académique, c'est une urgence de souveraineté. Mais les 7 candidats dans la course à la magistrature suprême le savent tous, rente pétrolière, diversification économique ou pas, le panier de la ménagère et l'accès aux services sociaux devront être au cœur des politiques publiques du prochain président. Jean-Richard Itoie, puisque vous n'êtes pas ministre dans cette émission, vous êtes représentant du candidat Denis Sassou Nguesso. La question de la dépendance au pétrole est dans les programmes des 6 autres candidats qui sont dans la course à la magistrature suprême. Et eux tous dénoncent le fait que la diversification n'est qu'un slogan. Vous soutenez le contraire. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, quelle est la réalité de la dépendance de l'économie congolaise au pétrole? Merci beaucoup d'abord pour cette émission. Merci de nous donner l'occasion de discuter du fond de la question de l'avenir du Congo. Et ce fond de la question est lié à son développement et donc, bien sûr, aux questions économiques. Je suis étonné de voir on considère que nous sommes à un tournant décisif concernant la diversification parce que c'est une option prise par le président depuis très longtemps. Et pour être très concret, depuis 2002, le président aborde là la 5e fois où il va se présenter devant le peuple pour demander ses suffrages. Dans ses projets de société, on ne parle pas de pétrole. Depuis 2002. Dans ses projets de société, croyez-moi, en 2002, j'étais PDG à la SNPC, j'étais conseiller du président au pétrole. 2002, 2009, 2016, 2021, on parle très peu de pétrole. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé au Congolais s'il ne parlait pas de pétrole? Il a proposé la diversification, évidemment. Évidemment. Donc, c'est la 5e fois qu'il va proposer aux Congolais comment il considère que nous pouvons développer le Congo de façon durable. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure le pétrole. Il se trouve que nous en avons. Il n'y a aucun pays qui a du pétrole qui a décidé de ne plus le produire. Même pas ceux qui prônent des énergies renouvelables. Personne n'a encore arrêté. Je ne suis pas au courant qu'un seul pays produit le pétrole ait arrêté de produire le pétrole. Mais clairement, l'objectif, ce n'est pas de dépendre du pétrole ad vitam aeternam, c'est d'utiliser la ressource pétrolière pour construire une économie durable, résiliente, qui est donc forcément, principalement, hors pétrole, et nous en avons les moyens. Je voudrais, pour preuve, simplement, de projet de société de 2021, il y a 6 piliers. C'est clair, hein? Dans ces 6 piliers, il n'y a pas de pétrole. Les 6 piliers qui constituent ces objectifs principaux, ces axes stratégiques du président Kenda à l'époque, il n'y a pas de pétrole dedans. En tête, il y a l'agriculture au sens large. Il est constant. Ça fait des années que le président a fait de l'agriculture son cheval de bataille principal. Des années. Dans les années 80 déjà, il parlait de l'autosuffisance alimentaire. D'ici à l'an 2000. Ça n'est pas arrivé pour des raisons sur lesquelles on peut revenir sans aucun problème, qui sont des raisons à la fois endogènes et exogènes, et sont connues. Mais il est resté constant. Donc encore aujourd'hui, c'est l'agriculture qui était en tête de ses priorités pour 2021, et de nouveau aujourd'hui dans son projet de société, évidemment. Il dit que l'avenir du Congo, c'est l'agriculture et l'industrie. C'est écrit dans son livre. Donc, c'est pas un sujet nouveau. Pourquoi on n'y parvient pas? On va en parler si vous voulez tout à l'heure. Ceci dit, il y a plus que les frémissements qui sont chiffrés, Alphonse Dongo et journaliste économiste. Depuis
2-3 ans, le secteur économique hors pétrole se porte mieux que le secteur pétrolier. C'est chiffré, c'est chiffré. Au Congo. Au Congo, la croissance du Congo, qui est avérée, s'il y en a qui la voient pas, je sais pas comment ils font, parce qu'elle a au-delà de 3%. Oui, 4, à peu près 4, oui. Pardon? À peu près, environ 4, oui. Et pas loin de 4. Oui, pas loin de 4, oui. 3,6%. Projection. Confirmée par le Fonds monétaire, confirmée par la Banque mondiale, confirmée par la BAD. C'est pas une histoire d'une sauce qui a été faite par le PCT ou par le candidat. Bon. Eh ben, lisez très bien les documents. Elle est portée premièrement par le secteur hors pétrole. Pourquoi? Parce que le pétrole, il y a ses aléas. Là, aujourd'hui, peut-être que nous allons avoir une bonne conjoncture avec des prix qui vont augmenter. Il y a quelque chose, malheur est bon, c'est triste à dire. Mais, pendant quelques années, le pétrole a connu des contre-performances et n'a pas porté la croissance. Et c'est le secteur hors pétrole qui a porté la croissance, qui aujourd'hui, donc, devrait être dans les 3,6%, mais qui n'a pas cessé d'évoluer positivement depuis 3-4 ans. Depuis 3-4 ans. Donc, il y a plus que des frémissements. Et c'est des frémissements qui sont pas seulement chiffrés, qui sont visibles, qui sont palpables. Mon excellent collègue, le ministre de l'Agriculture et l'Élevage de la Pêche, a réussi un pari que lui avait fixé le président il y a 5 ans. C'est de réaliser une compétition nationale où tous les départements viendraient concourir sur le plan de la production agricole et animale. Et là, ça a été fait. Si on n'a pas vu ça, je ne sais pas ce qu'il faut. Là, c'est pas des chiffres, c'est visible. Tous ceux qui ont été là-bas ont vu le succès d'une politique. On n'a pas fini. Mais on voit bien que l'amorce est magnifique, que les fondamentaux sont là, qu'on est sur une rampe de lancement d'un développement agricole qui devrait petit à petit concourir à cette diversification que nous appelons de tous nos voeux. Donc, je suis étonné que certains aient vu autre chose. Et j'ai moi du mal à dire autre chose que ce que je vois. Puisque vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous donner les chiffres qui normalement devraient être indiscutables, la proportion, la dépendance aujourd'hui, on est quoi, à 50% du PIB, et en termes d'exportation, on est autour de combien à peu près? Alors l'exportation, c'est sans doute là où on est le plus faible, parce que pour l'instant, l'économie hors pétrole, elle peine à couvrir les besoins nationaux, donc on exporte très peu. Donc le pétrole, c'est 80% des exportations. On est descendu, on est en deçà de 90%. On est en deçà de 90%, d'après mes chiffres. D'après vos chiffres. Ce qui concerne le PIB, on est encore à 60% du PIB. C'est le pétrole. Et en ce qui concerne le budget, aujourd'hui, progressivement, le pétrole est en train de descendre en dessous de 60%. On doit être dans les 55%, 58% aujourd'hui, alors qu'à une époque donné, on était à 80% du budget. Donc, on voit bien que l'apport de l'économie hors pétrole en matière budgétaire, elle augmente de façon assez importante. Du point de vue de la trésorerie, je peux vous dire que ce secteur hors pétrole apporte à peu près la même chose que le pétrole aujourd'hui. À peu près. Ah. Monsieur Kissimbo, qu'est-ce qui nourrit chez vous et au-delà, chez les opposants congolais, le doute quant à la réalité que vient de décrire le porte-parole du candidat. Voilà, c'est ça. Ok, je vous remercie, Monsieur Thierry, pour cette invitation. Richard. Voilà, Monsieur Richard, excusez-moi, Monsieur Richard, pour cette invitation. Oui. Votre question, elle est simple. Oui. Elle est simple dans ce sens que la politique, c'est savoir améliorer les conditions de vie des populations. C'est ça, le rôle de la politique. Quand vous faites de la politique, l'objectif, c'est que vous devez atteindre l'objectif qui consiste en fait à améliorer les conditions de vos compatriotes. Mais quand vous dites, qu'est-ce qui fait? Mais la politique, je vous ai dit la dernière fois que quand nous avons fait le Mbongi, et puis c'est pour ça que je me pose la question de savoir, est-ce que avec le porte-parole du candidat sortant, est-ce que nous voyons la même société? Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est très beau dans le discours, mais sauf que dans la pratique, dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe parce que quand vous allez au marché, c'est là que vous allez comprendre. Quand il nous dit, depuis 2002, il a même rappelé l'agriculture priorité des priorités, l'autosuffisance alimentaire depuis les années 80. Effectivement, on était encore des gamins. On a entendu ça. Oui. Mais pratiquement 40 ans, 50 ans après, sur le terrain, on se pose la question de savoir c'est quoi ça, cette agriculture, de quelle agriculture on fait allusion. Premièrement. Deuxièmement, si vous êtes dans l'agriculture depuis 2002, il vient de nous dire, depuis 2002, qu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 26 ans, 24 ans.
Mais 24 ans, ça devait se voir sur le terrain. Ça devait se voir sur le terrain. Mais aujourd'hui, allez voir comment les Congolais vivent. Ah, mais Et puis le Congo, c'est pas Brazzaville. C'est deux niveaux de réflexion. Oui. C'est intéressant ce que vous dites. Bien sûr, je comprends, oui. C'est deux niveaux de réflexion. Oui. Est-ce que on dépend de moins en moins du pétrole ou pas? Et vous mesurez la réponse à cette question par rapport au niveau de vie des populations. Oui, mais par rapport au niveau de vie, parce que, effectivement, quand on regarde la dépendance, quand on regarde les chiffres que eux, ils nous publient, qu'ils nous donnent les chiffres, effectivement, il a raison, on voit de moins en moins, on est de moins en moins dépendant du pétrole. Si on est de moins en moins dépendant du pétrole, il nous a dit, le secteur prioritaire, c'est l'agriculture au sens large. Mais l'agriculture au sens large, c'est quoi? C'est donner quelque chose, mettre quelque chose dans le panier de la ménagère. D'accord. Vous comprenez? C'est mettre quelque chose dans le panier. Alors, je comprends aujourd'hui, totalement votre raisonnement. voilà. Et aujourd'hui, effectivement, moi, je dis, entre le discours des chiffres et la réalité sur le terrain, je vous dis que l'écart est très grand. D'accord. Voilà. Donc, aussi longtemps que le niveau de vie des Congolais ne se sera pas amélioré, vous contestez le fait que... Mais bien sûr, mais on va toujours contester, parce que quand on parle de diversification de l'économie, Oui. il a parlé de l'agriculture, mais l'agriculture, franchement, on a circulé dans beaucoup de pays, j'étais au Cameroun, vous regardez comment c'est qu'on entend par l'autosuffisance. Nous, on en a parlé ici, mais allez au marché, vous allez vous rendre compte. Comment les gens vivent. Donc, les beaux discours, c'est bien, mais sauf que dans la pratique, le Congolais moyen ne voit pas ça. Avant que je vous passe la parole, c'est vrai, vous êtes un routier de la politique, Jean Richard. Et toi, Michel Rocard, ancien Premier ministre français, disait « L'homme politique doit savoir créer l'événement politique salvateur ». Et là, votre compatriote est en train de décrire les difficultés quotidiennes de vos compatriotes. Et donc, on pense que vous avez failli. Mais je l'ai dit, hein, il est moins dans la politique que dans... Mais peu importe, vous représentez... Je suis quand même membre du bureau politique du PCD, malgré tout. Alors, donc, qu'est-ce qui fait justement que les efforts que déploie le gouvernement pour renforcer l'économie du Congo ne se ressentent pas sur l'amélioration du niveau de vie de vos compatriotes? Très bien. C'est ça ce qu'il dit. Je note d'abord qu'il n'a pas répondu à la question, mais c'est pas grave, je crois qu'il a plus ou moins accepté les chiffres, et qu'il pose un autre problème. Par rapport à ce qu'il dit, il y a un problème de fond qui est d'ordre économique. C'est ça. Est-ce que l'amélioration des conditions de vie des populations n'est liée qu'à la diversification? Est-ce que c'est l'axiome de base qu'il pose? Parce qu'il y a des pays qui n'ont que le pétrole où les populations vivent très bien. Vous voulez des exemples? Dubaï, l'Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar. Là-bas, ils ne parlent jamais de diversification. Ils ont le pétrole et c'est avec ça que vous avez des conditions de vie qui sont aussi bonnes qu'en Suisse. Donc, il ne faut pas faire une corrélation de la diversification et les conditions de vie. C'est un autre problème, ça. La question, c'est les revenus dont dispose l'État, comment sont-ils mis au service de l'amélioration des conditions de vie de la population qui viennent du pétrole ou viennent d'ailleurs? Parce qu'avec le pétrole, dans ce pays, on a eu des budgets outrageusement excédentaires. Alors que la diversification n'apportait encore rien. Le prix était haut, on avait dépassé les 100 barils, les $100 le baril, et nous avions des revenus outrageusement élevés, avec des excédents très importants. Donc la question, ce n'est pas de croire que pour améliorer les conditions de vie des populations, il faut diversifier. Non, nous voulons diversifier pour avoir une économie résiliente aux chocs exogènes, une économie durable et une économie, je cherche le bon terme, pérenne. C'est ce que garantit la diversification. Mais qu'on ait les revenus du pétrole, ou de la vente des bananes, ou de la vente du poisson, la question c'est, est-ce qu'ils sont suffisants pour atteindre l'objectif? Est-ce qu'ils ont été utilisés à bon escient? Peu importe d'où ils viennent. Mais nous avons choisi la diversification, tandis que d'autres n'en parlent même pas. Et c'est pas une tare de ne pas en parler. Faut pas croire que l'économie la plus exemplaire doit diversifier. Je répète, en Arabie Saoudite, ils parlent pas. Ils ont, mais aucune raison. Ils ont des excédents monétaires tellement importants grâce au pétrole. Pourquoi ils vont diversifier? Ce qu'ils veulent, eux, c'est être moins dépendants du changement climatique,
Ils veulent verdir le pays, ils ont lancé un grand plan, ils veulent dépendre un peu moins de l'importation des produits alimentaires, mais en termes de richesse, ils ont ce qu'il faut. Grâce au pétrole. Donc, je crois qu'il faut distinguer les deux sujets. Alors, je ne suis pas en train d'occulter pour autant la question. Plus récemment, encore une fois, vraiment, c'est pas la propagande. À la fin de ce mandat, mon collègue, ministre de l'Agriculture, croulait sous les demandes des populations d'installation des ZAP, des zones agricoles prioritaires. Oui. Au début, tout le monde regardait ça avec un certain sourire, narquois. Qu'est-ce que c'est que ça encore qu'ils ont inventé? Qu'est-ce que c'est? À la fin du mandat, toutes les populations du Congo veulent des ZAP. Toutes, sans exception. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que les ZAP, de toute évidence, ont apporté une impulsion dans l'amélioration des produits alimentaires de base. Et cela se voit dans le panier de la ménagère, cela se voit sur la table. Aujourd'hui, il y a des fruits qui sont devenus non seulement abondants, mais qui sont disponibles du début à la fin de l'année. Les pastèques, il y en a désormais, en veux-tu, en voilà. L'ananas, en veux-tu, en voilà. Conséquence logique de la loi implacable de l'offre et la demande, les prix ont baissé. Ça, c'est pas la théorie. Ça, si quelqu'un n'a pas vu ça, c'est grave, ça. ZAP, zone agricole Prioritaire. prioritaire, c'est pour Protégé. Pour les non-congolais qui nous suivent, ce sont des sortes de coopératives organisées. Par l'État, financées par l'État, mises en place par l'État, dans laquelle on expérimente la mécanisation agricole, on leur apporte des semences améliorées, on leur apporte l'appui pour pouvoir utiliser le tracteur, on les aide à commercialiser. Ils s'installent, c'est une espèce de coopérative, s'installe. Et aujourd'hui, y compris là où je suis député, où il y en a 2, à Lombo, les populations, très clairement, leur vie a changé, leurs revenus ont changé, leur pouvoir monétaire a changé, et la production, évidemment, s'en ressent. Alors, confrère, comment vous situez-vous entre ces deux? C'est une question de communication ou de lutte politicienne? Alors, avant d'y répondre, je voudrais quand même, avec l'accord du ministre Bruno Jean-Richard Itoile, je l'appelle toujours ministre parce que c'est un titre honorifique qu'il aura jusqu'à la fin de sa vie. Okay. Alors, il faut quand même noter, monsieur le ministre, qu'en ce qui concerne Dubaï, enfin, les Émirats Arabes Unis et Qatar, vous savez très bien que c'est grâce au pétrole qu'ils ont pu bâtir l'industrie commerciale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tourisme commercial, et que le Qatar est engagé dans les placements de fonds à travers tout ce que vous connaissez dans le monde. Pour dire tout simplement qu'il y a c'est pas la diversification économique, hein. Ça, c'est de la justement, diversification financière. Oui, mais qui est impactée par le pétrole. Oui. Justement pour montrer que il y a une corrélation entre le pétrole et la diversification économique. Bien sûr. Vous voyez, c'est quelque chose de très important. Et il faut dire, en ce qui concerne notre pays, on ne peut pas dire que les autorités n'y ont pas pensé. J'étais encore tout petit au lycée, que je suivais un chant qui était tout le temps fredonné dans notre radio nationale qu'on appelait à l'époque la Voix de la Révolution. C'était l'après-pétrole, chanté par un musicien par son âme, Mangungu Kli. Donc, on pensait déjà, on parlait de l'après-pétrole. On appelait ça comme ça. Voilà. Et puis il y a eu, était déjà préparé. Tout à fait. Et puis il y a eu ce dont a parlé mon compatriote tout à l'heure, priorité, l'agriculture, priorité des priorités. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai l'impression que lorsqu'on a d'importants moyens générés par le pétrole, la diversification de notre économie passe en seconde phase. Ce n'est vraiment plus une priorité. Et lorsqu'on se retrouve dans cette situation d'assèchement financier, tant mieux. Je vois le gouvernement comment il se décarcasse maintenant pour en faire une priorité. Parce que on a connu des mannes générées par le pétrole. Le PDG, monsieur Bruno Jean-Richard Itoile, qui a été à la manœuvre, quelqu'un pour lequel j'ai une certaine estime, hein, c'est pas parce qu'il est devant moi. Merci beaucoup. C'est très bien que si on avait créé en ce moment un fonds pétrolier, c'est-à-dire un fonds qui est là et qui peut justement être ressourcé par les excédents pétroliers auxquels il a fait allusion, je crois savoir que pour investir dans d'autres secteurs. Pour investir dans d'autres secteurs comme l'agriculture, l'industrie,
et d'autres domaines, parce que on a un exemple d'un pays comme l'Angola. L'Angola qu'on a vu naître, parce que c'est à partir de Brazzaville que l'Angola a pris ses appuis pour, n'est-ce pas, obtenir son indépendance. Mais aujourd'hui, il nous donne quand même des exemples en matière de diversification de leur économie, avec un impact du secteur hors pétrole. C'est un peu compliqué comme exemple. Avec un impact hors pétrole qui est de 4,4%. D'accord. Tandis que nous, on est dans une projection, pour l'instant, c'est la projection, on dit, dans le cadre de cette option de diversifier notre économie, on pourrait se situer à 4,2%, c'est-à-dire en ce qui concerne le secteur hors pétrole. Bon, c'est déjà quelque chose, c'est une avancée. Il faut noter, ce qui est vrai, c'est que notre économie est monosectorielle, repose donc sur le pétrole. 70% de la fiscalité de notre pays provient du pétrole. Pas mono, pas mono. Elle est très dépendante, mais pas mono quand même. Non, elle est mono parce que cela se lie à travers même la loi de finances 2026, monsieur le ministre. Vous avez plus de 1100 milliards qui vont être mobilisés grâce au pétrole dans un budget de plus 1300, je crois. Oui, dans un budget qui est de 2500 et poussière de milliards. Ça fait moins de 60%, Alphonse Dongo. Ça fait 56%. Bon, mais toujours est-il que... Donc, on est presque à égalité. À 6 points près, on est à 50-50. Oui, mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qu'il faut retenir. Qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui, on considère ce dégraissage du pétrole sur notre structure macroéconomique? Peut-être que le ministre est là, il va nous en dire davantage. Est-ce que ce n'est pas le fait, parce qu'entre-temps, on a quand même pris des engagements avec des traders, c'est-à-dire qui prennent une partie de nos barils de pétrole dans le cadre du remboursement de ce qu'on leur doit. Et ça fait que l'État se retrouve un peu comme dans une situation contraignante pour ne compter que sur les Faites allusion aux racheteurs, à ceux qui rachètent la dette. Avec Trafigura, Glencore, certainement, monsieur le ministre, avec la Chine aussi. Parce que, est-ce que cela dont ne fait pas que l'État se retrouve dans des minuscules souliers au point de ne compter que sur ce que nous avons? C'est une question intéressante, mais avant d'y répondre, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous invite à vivre en direct de Brazzaville au Congo la campagne électorale de la présidentielle du 15 mars 2026. La campagne électorale pour le premier tour de l'élection du président de la République se déroulera donc du 28 février 2026 au 13 mars 2026, avec une journée dite de silence électoral le jeudi 12 mars 2026, afin de laisser se dérouler les opérations de vote des agents de la force publique. Émission plateau délocalisée à Brazzaville, des reportages sur les meetings des candidats, bilan du président sortant et décryptage du projet de société de tous les candidats. NCA vous plonge au cœur de la campagne électorale en République du Congo du 28 février au 13 mars 2026. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 15 mars 2026 au Congo, un événement exceptionnel et exclusif à vivre en direct sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, la chaîne des grands événements. Deuxième partie de notre émission, de notre rendez-vous politique dans la campagne électorale au Congo. Le numéro de ce jour est consacré à un thème important, la question de la diversification de l'économie congolaise. Monsieur le ministre, bon, alors vous m'avez entraîné dans le cyber. Allez, on se lâche, c'est pas grave. Vous êtes ministre à vie, pas de problème. Alors c'est très intéressant, monsieur le ministre. Quand un pays n'a pas du pétrole, il se sent maudit, il se sent oublié des dieux. Et quand on en a, il y a d'éternels débats sur qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on l'utilise bien. Comment vous vivez cette situation paradoxale? Alors, je vais prendre une anecdote très rapidement parce que je préfère consacrer mon temps à parler de ce que mon candidat a fait et ce qu'il a l'intention de faire s'il est élu. Il y a un pays, je ne vais pas le citer, dont le président avait dit « Ce que je souhaite le plus pour mon pays, c'est qu'on n'ait pas de pétrole. » Et puis un jour, il a eu du gaz. Et il a changé de langage.
À ce moment-là, il a salué l'arrivée du gaz, que ça propulserait le pays, et il a changé de langage. Donc vous voyez, il y a un langage quand on l'a pas et un langage quand on l'a. Mais ceci dit, il y a un phénomène que je crois qu'Alphonse Dongo connaît très bien, qui s'appelle le syndrome hollandais. C'est vrai. Quand on a du pétrole, il y a une certaine paresse à développer le reste et il faut une volonté politique forte C'est vrai. pour maintenir l'objectif d'avoir une économie plus équilibrée et plus diversifiée, ce dont je ne doute pas. Alphonse Dongo vient de nous montrer, c'est une volonté qui date même d'avant le président Sassou Nguesso. Même Kadhafi n'y est pas parvenu. La Libye... Mais il a fait beaucoup. Ah oui, ça c'est vrai. Et je peux vous le dire, il a fait beaucoup, il a fait beaucoup. Il a fait énormément en silence parce qu'il avait peur de l'embargo, il avait peur des sanctions, ainsi de suite. Sous le nom de société privée internationale, les gens ne savaient pas que les capitaux étaient libyens. Et il a fait beaucoup de choses. Donc, il y a toujours ça. Mais revenons à la question de fond. La question de fond, c'est, nous avons le pétrole. Bon, il produit des revenus. Nous voulons arriver à une économie équilibrée dont on n'a aucune raison d'exclure le pétrole, puisque dans le pétrole, on peut énormément diversifier. Le pétrole, ce n'est pas juste produire du pétrole. Aujourd'hui, avec le gaz notamment, on a une véritable économie sous-sectorielle gazière qui est très très riche en valeur ajoutée, qui est très riche en chaîne de valeur. Donc pourquoi on va s'en priver? Bon. Donc on veut aller de ressources pétrolières vers une économie plus équilibrée. La première question qui se pose, c'est celle que pose Alphonse Dongo, c'est le transfert de ces ressources vers cette économie. Est-ce qu'il se fait? Est-ce qu'il se fait bien? Est-ce qu'il se fait suffisamment? Est-ce qu'il se fait de façon transparente? Je viens de rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, nous avions des excédents. Donc il y en avait beaucoup. On l'a vu. En même temps, aujourd'hui, on dit il y en a trop proportionnellement. Donc on ne peut pas dire ça à la fois et dire qu'il n'y en a pas assez. On dit proportionnellement, il y a encore trop de poids de la ressource pétrolière dans le budget. On ne peut pas dire ça et puis dire il n'y en a pas assez. Bon, donc je crois que le transfert se fait. Mais pour que ce transfert bénéficie à un objectif d'économie équilibrée, là, ce n'est plus la faute du pétrole. Dès que l'argent est arrivé, c'est d'autres problèmes de fond qui se posent, qui relèvent de la macroéconomie. Est-ce que cette macroéconomie est favorable à la diversification? Il y a des fondamentaux qui doivent être créés, des infrastructures, bien sûr. Il faut pouvoir transporter, il faut pouvoir déplacer, il faut des routes, il faut des chemins de fer, il faut des ports, il faut la voie fluviale, il faut l'électricité dans beaucoup de cas, il faut de l'eau, c'est pas de rictus sans eau, il faut irriguer, il faut créer un marché local et l'organiser et créer les conditions d'exportation. Alors, j'ai une histoire que le président Sassou aime beaucoup. Nous rentrons en programme avec le Fonds monétaire dans les années 90. Il y avait dans ce pays ce qu'on appelait l'ONCPA, l'Office national de commercialisation des produits agricoles. Monsieur Richard, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils achetaient toute la production agricole du Congo. Tout. Le paysan qui produisait avait la garantie de vente. Je l'ai vu dans le village de mon père, qui est tout petit, qui a 600 personnes. Public ou semi-public? Public. C'était public. Ils achetaient toute la production agricole nationale à des prix tout à fait compétitifs, à charge pour l'ONCPA d'exporter. On a exporté dans ce pays du café, y compris du café moulu, du cacao. Évidemment, on a exporté du sucre fabriqué à partir de la canne à sucre congolaise sur place. On a connu ça. Donc, le paysan était prospère. Les paysans étaient plus riches que les ouvriers qui étaient en milieu urbain. Parce qu'ils vendaient, ils avaient l'argent, ils avaient des besoins très faibles, ils avaient des excédents monétaires, ils ne savaient pas quoi faire. Les paysans de ma famille aidaient leurs frères qui étaient à Brazzaville. Ils leur envoyaient l'argent. Les paysans de la Sanga à Ouesso étaient des riches planteurs. Ils étaient riches. Quand j'étais étudiant, les fils des riches planteurs qui venaient étudier à Brazzaville, ils nous damaient le pion, ils avaient des motos, ils achetaient des parcelles. C'était pas l'argent du pétrole, c'était l'argent du café et du cacao. Et puis, on a divisé l'ONCPA en deux offices. L'OCC, l'office du café et du cacao, et l'OCV, l'office des cultures vivrières. Eh bien, pendant le programme, la Banque mondiale a décidé qu'on ferme ces deux offices. Pendant le programme d'ajustement structurel. Oui. Décider que l'État se désengage de la commercialisation des produits agricoles.
On a résisté, c'était condition sine qua non, c'était casus belli, il fallait le faire. Ouais. On a cédé. En nous disant, il faut que le secteur privé prenne le relais. Il ne l'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de grandes entreprises congolaises de commercialisation des produits agricoles. Il n'y en a pas une seule, privée. Le secteur privé n'a pas pris le relais. C'est dramatique. Alors, comment l'État a fait, y compris quand le président n'était plus aux affaires? On a essayé des artifices. Ça s'appelait des comices agricoles. C'était des grands marchés qu'on organisait où l'État achetait. Mais l'État, le gouvernement, parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y a plus d'office, plus d'agence. Le ministre de l'Agriculture se déplaçait avec ses personnels. Ils achetaient tous les produits. Ils l'emmenaient à Brazzaville, ils ne savaient pas quoi en faire, ça pourrissait. Personne n'était gagnant. C'est ce qu'on essaie aujourd'hui de réorganiser. Il faut réorganiser le marché congolais. Il faut qu'il y ait des gens qui achètent chez les planteurs, qui vendent sur le marché local ou qui exportent. Et ces gens, nous voulons qu'ils soient des privés. On ne peut pas les forcer. On ne peut pas prendre les kalachnikovs et les mettre à la tempe, leur mettre à la tempe en disant « Toi, tu dois à tout prix vendre ». Il faut créer les conditions pour que des Congolais aient envie de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut, là, on est en train d'organiser ça, des marchés domaniaux, des marchés agricoles. La foire qui est engagée, c'est pour régler ce problème. Ce parc des expositions sera le lieu où se fera le commerce des produits agricoles, où les grossistes, les semi-grossistes, ils viendront acheter auprès des planteurs. C'est un des maillons qui explique aujourd'hui les contre-performances agricoles du pays. Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas la mauvaise volonté. Ça, c'est de l'économie pure. Je ne suis pas économiste, macroéconomiste, mais à force de pratiquer un certain nombre de choses, on finit par comprendre un petit peu. On fait comme quelqu'un, on fait de la pause sans le savoir. Et donc, c'est ce qu'on essaie de résoudre. Et nous souhaitons que des Congolais s'engagent. Il faut que les Congolais s'engagent. Il y en a quelques-uns, ce n'est pas suffisant. Pour organiser la chaîne de valeur agricole, que quelqu'un aille acheter chez les producteurs. Vous n'allez pas demander aux paysans de venir à Brazzaville vendre. Ils n'ont pas les moyens, c'est pas réaliste. Quelqu'un d'autre doit prendre ce relais. Il y a des grossistes qui doivent être organisés, des semi-grossistes et des détaillants. Et ainsi, si cette chaîne de valeur est organisée, nous pouvons espérer que la production qui commence à décoller, commence à augmenter, puisse petit à petit construire cette économie diversifiée. Donc vous voyez, je n'ai pris que l'agriculture, on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Donc, il y a un moment où ce n'est pas le pétrole. Il y a un moment où c'est simplement l'économie. Est-ce qu'on en a fait suffisamment? Probablement pas assez. Est-ce qu'on est allé assez vite? Probablement pas assez vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le président dit il est temps d'accélérer la cadence. Il est temps d'aller vite. Les solutions sont connues. On n'a plus le droit de traîner. Créons des conditions pour aller le plus vite possible pour établir cette économie dont nous avons tous les ingrédients en place, une économie diversifiée. Voilà. Si vous répondez par rapport aux éléments énoncés par le ministre qui justifie le fait que, effectivement, ce n'est pas perceptible pour autant les efforts de diversification. Il y a les conséquences des programmes d'ajustement structurel qui contraignent l'État et qui réduisent les marges de manœuvre de l'État, dit monsieur le ministre. Vous savez, monsieur Richard, je suis très très heureux d'entendre monsieur le ministre, tout ce qu'il est en train de dire. Parce que j'ai l'impression que le constat qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire, je pensais que c'est moi qui allais le dire. Vous comprenez? Il constate lui-même que, effectivement, il a même parlé que nous avons eu des recettes qui étaient outrageusement élevées. Oui. J'ai regardé ça. Donc, quand il nous sort des formules comme ça, oui, et que, quelque temps après, il nous dit, nous constatons qu'on n'a pas fait grand-chose, nous constatons qu'on n'a pas fait assez. Oui, nous constatons qu'on n'a pas fait assez. On n'a pas fait grand-chose. Nous constatons qu'on n'a pas fait assez. Effectivement, je me rends maintenant compte qu'ils sont conscients. Ils sont conscients de cette... C'est pour ça que nous, au niveau des souverainistes, le candidat Dave Mafoula parle en termes de nouveau départ. Un pacte républicain pour un nouveau départ. Il faut changer cette manière de voir la situation. Parce que nous sommes habitués avec des grands slogans. Vous comprenez? Tout ce qu'il est en train de dire, en 2021, on nous a dit ça. Vous comprenez, non? En 2021, il nous a dit que c'était la volonté du chef de l'État, voilà ce qui va se passer. Voilà, nous sommes en 2026, on nous redit la même chose. Là, nous sommes maintenant dans l'accélération. Bon, et moi, je pense que... Situons bien le problème pour que ceux qui nous suivent comprennent. Voilà. Vous voyez le problème
De façon concrète, à quel niveau? Non, nous voyons le problème de façon concrète, quoi. Oui. Parce que, effectivement, le pétrole, nous sommes tous d'accord qu'il faut qu'on réduise la dépendance du pétrole. Oui, et le processus est amorcé. Voilà, le processus est en cours, effectivement, parce que quand on regarde même les chiffres. Maintenant, le problème, les ressources que le pétrole nous donne aujourd'hui, ce sont ces ressources-là qui doivent nous permettre, effectivement, d'engager cette diversification économique. Et c'est pas seulement l'agriculture. La diversification économique, c'est aussi, nous avons, regardez par exemple le Congo, c'est un pays forestier, il y a des services, il y a l'économie numérique, il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'industrie. Il y a l'industrie, il y a la transformation, l'agriculture avec sa transformation, nous avons le bois. Il faut lutter maintenant avec, aujourd'hui nous avons des textes. Nous avons par exemple le code forestier de 2000 qui déjà interdisait l'exportation du bois. Nous avons le code 20 ans après. Donc, c'est autant d'éléments, des leviers que nous pouvons prendre en ligne de plan. Comment nous pouvons transformer les produits que nous avons, nos ressources naturelles et les ressources que nous avons. Quand ils nous parlent que non, mais on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas le courant. Mais c'est parce qu'on n'a jamais voulu avoir le courant. Non, j'ai pas dit ça. Mais attendez, je me laisse parler. Il ne faut pas déformer les propos. Non, vous avez cité, vous avez parlé du problème de carburant et aujourd'hui vous avez parlé du problème. Même pas. J'ai dit le problème d'électricité. D'énergie électrique. Voilà, il a parlé de l'électricité. Parce que l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui ici, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'industrie, comment voulez-vous avoir un tissu industriel si vous n'avez pas l'électricité? Vous savez ça. On ne peut rien faire si vous n'avez pas l'électricité. Donc, c'est pour dire que nous, au niveau de le nouveau départ, nous envisageons qu'aujourd'hui, les ressources que nous régénèrent, l'électricité, comment on appelle ça, le pétrole, les hydrocarbures, doivent permettre en quelque sorte de diversifier notre économie. À côté de l'agriculture, nous avons d'autres sources, l'économie. Si nous avons fait un pas, si on a avancé dans cette émission, c'est qu'on est désormais unanime sur le fait que le processus de diversification est en cours. Peut-être pas au rythme. On en parle. Non, on en parle. Peut-être pas au rythme. Je voulais dire un mot qui me semble important. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai clairement énoncé que nous n'avons pas fait assez ou pas assez vite. Mais il y a quand même des facteurs exogènes très importants. En 2010, 2009-2010, le monde s'est écroulé avec une chute brutale des prix des matières premières, parmi lesquelles le pétrole. Nous sommes passés de plus de $100 le baril à moins de $20 le baril. Et ce n'était pas seulement pour le Congo. Cette crise des matières premières a entraîné une crise financière puis économique mondiale, à la suite de laquelle les investissements dans le monde entier se sont ralentis. Et nous, on a subi la même chose, les pétroliers ne pouvaient plus investir. Parce qu'à ce niveau de prix, c'était difficile que les investissements soient rentables, qu'ils puissent avoir un retour sur investissement intéressant. On a subi ça. Ça a été le grand contre-choc pour nous. Nos revenus, de façon drastique, ont chuté. Le niveau d'investissement, qui était de l'ordre de 1000 milliards de francs CFA avant 2009, est tombé à moins de 200 milliards. Et nous sommes restés à ce niveau-là, entre 200 et 400, encore jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Parce que pour les équilibres financiers, nous n'avions pas d'autres capacités d'investissement. La donne a été complètement changée. Donc, évidemment, tout s'est ralenti. Et puis, au moment où, on espérait commencer à remonter, on est passé d'une croissance négative de l'ordre de 6% dans ce pays, à ce moment-là. On est remonté jusqu'à un peu plus de entre 0 et 1%. Au moment où on y est arrivé, on a eu l'épidémie de la Covid. Il ne faut pas oublier ça. Le monde s'est arrêté. C'était le cataclysme, c'était l'apocalypse. Les quelques investissements qui commençaient à redémarrer se sont de nouveau arrêtés drastiquement. Drastiquement. Le baril est même tombé à $0 à un moment donné. Dans certains pays, oui, à un moment donné. Le pas assez est lié aussi à ça. Ce n'est pas seulement une question de volonté. 2021, nous commençons enfin à sortir de tout ça. Et le troisième élément, c'est que, nous avons dû faire appel au Fonds monétaire parce que les équilibres étaient en danger. Et quand le Fonds monétaire est là, il y a une discipline. On ne fait pas ce qu'on veut. Quand on leur dit, nous voulons mettre 500 milliards dans l'agriculture, ils nous disent non. Non, ce n'est pas raisonnable. Au regard d'un certain nombre d'autres considérations, il vaut mieux consacrer cet argent à l'Issungui. C'est ça la réalité, de gouverner le pays. J'espère que vous vivrez ça un jour. C'est ça la réalité. On dit, mais nous, on veut mettre 500 milliards dans l'agriculture. Je dis, non, messieurs, on ne peut pas. Sinon, on arrête le programme. Il faut mettre de l'argent dans l'Issungui. Il faut mettre de l'argent dans un certain nombre de filets sociaux. Il faut mettre de l'argent dans un certain nombre d'autres sujets qui, malheureusement, ne sont pas des sujets qui impulsent l'économie.
Mais ils vous disent, si vous voulez qu'on continue, c'est ça. Donc, il y a un ralentissement, y compris des intentions, y compris de la volonté. Aujourd'hui, nous avons réussi à franchir pour la première fois dans ce pays toutes les étapes d'un programme. Mais pour l'instant, on a dit, écoutez, messieurs, on réfléchit, on a un nouveau mandat, nous voulons définir notre volonté et nous voulons nous assurer que le peuple nous donne ce mandat-là. Ensuite, on viendra vous voir pour qu'ensemble, on regarde comment nous allons pouvoir continuer à travailler, cette fois, sans pénaliser le projet économique, sans pénaliser les ambitions économiques, sans pénaliser la diversification. C'est une chose dont le Fonds monétaire ne parle très peu, la diversification. Ils sont dans les équilibres financiers et ainsi de suite. Donc, cette fois, nous allons dire, messieurs, on s'assoit, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Nous, on veut diversifier. Bon, appelons-le ce virage, si vous voulez, mais nous, on dit plutôt accélérer. Nous, on veut accélérer. Si vous êtes d'accord pour accélérer avec nous, on marche ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, désolé, on va faire sans vous, comme certains pays l'ont fait. Donc, c'est quand même des éléments importants. Donc, le pas assez n'est pas seulement lié à une question de compétence ou de manque de volonté. Non. Il y a quand même des facteurs très importants que nous avons vécus ici, là. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous invite à vivre en direct de Brazzaville au Congo la campagne électorale de la présidentielle du 15 mars 2026. La campagne électorale pour le premier tour de l'élection du président de la République se déroulera donc du 28 février 2026 au 13 mars 2026, avec une journée dite de silence électoral le jeudi 12 mars 2026, afin de laisser se dérouler les opérations de vote des agents de la force publique. Émission plateau délocalisée à Brazzaville, des reportages sur les meetings des candidats, bilan du président sortant et décryptage du projet de société de tous les candidats. NCA vous plonge au cœur de la campagne électorale en République du Congo du 28 février au 13 mars 2026. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 15 mars 2026 au Congo, un événement exceptionnel et exclusif à vivre en direct sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, la chaîne des grands événements. Troisième et dernière partie de notre émission, notre débat qui porte sur l'économie congolaise, sur les possibilités de diversification de l'économie congolaise. Le ministre des Hydrocarbures est toujours avec nous, tout comme Monsieur Xavier Bissimbu, qui représente Estimbu, qui représente à cette table Ufrem Dave Mafula. Merci également à vous, confrères, d'être restés avec nous. Alors, justement, vous avez écouté les deux hommes politiques et les deux représentants des candidats à cette table par rapport à la question centrale. Est-ce que effectivement l'économie congolaise est en cours de diversification? Mais je pense qu'à la suite des différents échanges, nous sommes tous unanimes sur le fait que c'est le cas, même si votre compatriote reste sur sa faim en ce qui concerne effectivement les captations des revenus pétroliers et l'orientation des revenus pétroliers vers la satisfaction de certains biens sociaux, besoins sociaux. Alors, je pense qu'il faut dire des choses telles qu'elles sont. Il y a comme un engagement qui est pris depuis par les autorités dans le but de se lancer dans ce chantier de diversification de l'économie nationale. Mais il faut maintenant qu'ils se donnent des moyens. Les moyens, c'est lesquels? Parce qu'on en parle sans qu'on présente des pistes. Et je parlais tout à l'heure de la possibilité d'utiliser des excédents pétroliers dans un fonds. Et il y en a, puisqu'on voit par exemple la Société nationale des pétroles se lancer dans des constructions d'écoles, ce qui est une bonne chose. Mais je me dis, si cela est bien orienté, ça pourrait certainement aider l'État à se lancer dans ce grand chantier. Parce que lorsque vous voulez vous lancer dans un chantier comme celui-là, il faut se donner des moyens. On veut par exemple se jeter dans l'agriculture. L'agriculture nécessite la mobilisation des ressources longues.
c'est pas la petite agriculture qui est une agriculture de subsistance. Moi, je parle d'une vraie agriculture qui non seulement... Avec l'agro-industrie. Exactement. Et la pêche. Et vous avez des gens qui sont porteurs de projets dans ce pays et qui n'ont pas de moyens. On n'a pas de possibilité de se financer. On parle du FIGA. Le FIGA, c'est quoi? C'est des micro-subventions, s'il faut dire ça ici. Donc, je crois qu'il faut que le gouvernement trace vraiment, et moi je m'attendais à ce que le ministre nous le présente, y compris le parti de Dev Mafoula, parce que j'ai essayé de parcourir leur programme. Qu'est-ce qui est dit sur l'agriculture? C'est élaboration d'un plan d'urgence. C'est tout. Je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de chiffres, je n'ai pas vu quelque chose qui est développé. Je me réjouis que M. Xavier ici nous fasse un tout petit peu, nous présente des grandes projections. Mais un parti comme le vôtre, qui doit être certainement au palais présidentiel après le 15 mars prochain, doit nous présenter un programme bien chiffré, nous montrer comment est-ce qu'ils vont financer l'agriculture, l'industrie. Ce sont des choses très importantes. Et puis, il y a aussi, il faut le reconnaître, le gouvernement s'est lancé dans ce qu'il appelle lui-même partenariat public-privé. Oui. Parce que c'est aussi une solution qui permet, n'est-ce pas, de s'engager dans la diversification de l'économie. Donc, il y a quand même des pistes qui sont là pour moi. C'est encore, il faut le reconnaître, timide. Et justement, cette partie est consacrée aux pistes, puisque la question c'est quels sont les défis prioritaires auxquels devra s'attaquer le prochain président qui sera issu des urnes au soir du 15 mars, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso ou Dev Mafoula. Mais avant de venir à vous, monsieur le ministre, j'ai indiqué dans mon introduction que vous avez procédé le 7 février dernier à Pointe-Noire au chargement de la première cargaison. Votre pays, le Congo, vous le savez, on le sait, est devenu depuis 2024, je crois, producteur et exportateur du gaz naturel liquéfié. Est-ce que ça donne une marge de manœuvre véritable à votre pays, ou bien là encore les partenaires internationaux sont là et exigent ce que vous devez faire avec cet argent? Merci beaucoup. Et je crois que cette partie est très importante, parce que c'est sur cette partie-là que le peuple va se déterminer pour choisir celui qui va conduire cette destinée pour les 5 années prochaines. Quels sont les défis? Et face à ces défis, quelles sont les réponses des différents prétendants à la magistrature suprême? Dans la démarche du président Denis Sassou Nguesso, les étapes qui ont été accomplies sont très claires. Premièrement, il a fait un bilan écrit, publié, diffusé, dans lequel, oui, nous ne faisons pas quelques succès, il y en a eu quelques-uns quand même, mais nous ne faisons pas aussi les faiblesses. On n'a pas honte, on n'a pas voulu les cacher. Deuxièmement, un projet de société qui reprend l'état dans lequel se trouve la nation de façon synthétique, à savoir les points forts et les quelques faiblesses, les forces et quelques faiblesses. Et c'est surtout en s'appuyant sur les faiblesses qu'il propose des solutions. Alors, elles sont très claires. Mais avant cela, moi, je voulais dire une chose, parce que c'est important, on n'en parle pas assez. Quelle économie voulons-nous faire? Économie diversifiée, mais quelle économie? La nôtre a été définie lors du dernier congrès. Nous avons réaffirmé notre arrimage à la social-démocratie, y compris économique. En décembre dernier. En décembre dernier. Et nous avons réaffirmé que nous voulons construire une économie social-démocrate dans laquelle la première place est donnée à l'économie privée, mais chaque fois que l'État est plus performant que le secteur privé, chaque fois que l'État voit que le secteur privé n'est pas intéressé, chaque fois que l'État estime que pour des raisons de souveraineté nationale, il vaut mieux que l'État fasse, l'État fera. Ça signifie qu'il y aura à la fois des secteurs gérés par l'État, des secteurs majoritairement gérés par le secteur privé, et, ce que disait Alphonse Bongo, des partenariats publics-privés qui peuvent être purement financiers, qui peuvent être économiques, commerciaux, ainsi de suite. Voilà ce que nous voulons faire. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'économie diversifiée. Dès l'instant où vous décidez de confier l'essentiel de l'économie au secteur privé, vous avez choisi de diversifier l'économie. Parce que le secteur privé, évidemment, il y a toute la palette des secteurs, des sous-secteurs économiques dont il doit prendre en charge. Deuxième chose que le président candidat a identifié, il faut de l'argent, il ne faut pas se faire d'illusions. Est-ce que l'argent que fournit le pétrole aujourd'hui est suffisant pour développer l'économie? Au niveau où nous voulons l'accélérer, nous disons non.
il y a un chiffre très clair. Il faut mobiliser 5 000 milliards par an. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le pétrole ne le donne pas. Vous avez donné le chiffre du pétrole, c'est combien? C'est 1000. Donc on est loin des... Donc il faut trouver les autres 3 millions, les 3 500 milliards ailleurs. La fiscalité donne 1 million... 1000 milliards à peu près. 1000 milliards à peu près. Ça fait 2300, 2500, allez, arrondissons. Et bien, il manque la moitié, 2500 milliards qu'il faut trouver. Il faut trouver en mobilisant mieux, c'est ce qu'on dit, la fiscalité intérieure, notamment en mettant en place une nouvelle fiscalité, notamment en numérisant le système fiscal national. C'est vraiment pour nous un objectif fondamental. D'autres pays l'ont fait, ont vu doubler, voire tripler les ressources fiscales nationales, parce qu'il y a énormément de niches. Et dans la réforme de fond de la fiscalité, l'idée c'est que tout ce qui doit être payé à l'État soit payé. Il y a des niches, il y a un certain nombre de secteurs où visiblement on a du mal à mobiliser la fiscalité, le foncier, la TVA, ainsi de suite. On va travailler à cela. Très clairement, le pétrole fait partie des pistes d'amélioration de la mobilisation des ressources. Nous l'avons dit clairement. Nous affichons un objectif de production de 500 000 barils d'équivalent pétrole en 2030, dans 5 ans. Au lieu de 270 000 aujourd'hui. Au lieu de 270 000 aujourd'hui. Donc presque le doublement. Et bien entendu, alors quand on dit 500 000, j'insiste, parce que bon, c'est 500 000 barils équivalent pétrole, c'est-à-dire que là-dedans, il y a le pétrole liquide et le gaz. Le gaz, oui, est un des éléments d'accélération, puisque nous venons d'installer Ngouya, le nouveau bateau, capacité 2,4 millions de tonnes, nous étions à 600 000 tonnes, on passe à 3 millions de tonnes, on s'en multiplie par 5. C'est énorme. Immédiatement, c'est-à-dire qu'on verra les effets dans le courant de l'année 2026, au troisième trimestre, nous serons à pleine capacité de 3 millions de tonnes, nous serons passés de 600 000 à 3 millions de tonnes. Et ça, c'est un projet. On a un deuxième, Wingwa, qui lui produira environ 1500 tonnes par an, 1 500 000 tonnes par an. Et nous avons un troisième qui devrait démarrer, et donc qui verra le jour avant la fin du mandat. Donc le gaz, clairement, va être un élément d'accélération de la mobilisation des ressources dont nous avons besoin pour atteindre les fameux 5 000 milliards. Sans interférence du FMI et de la Banque mondiale aussi. Ils savent ce qu'on fait depuis longtemps, on travaille avec eux, on a des contrats de partage, les choses sont extrêmement claires, il y a longtemps qu'ils savent comment on fait, et de toute façon, ils peuvent venir regarder, interroger les pétroliers. Et ça, c'est pour le gaz. Mais dans le même temps, nous travaillons sur le pétrole, évidemment. Un seul acteur, qui s'appelle Wingwa chinois, produit aujourd'hui 60 000 barils jour. Nous avons signé un accord par lequel, et nous travaillons sur le projet, il devrait être terminé bientôt, ils produiront en 2030 toujours 200 000 barils jour. Ils vont pratiquement multiplier par 3 leur production. Donc on va augmenter la production pétrolière, on va augmenter la production de gaz, à l'effet de participer, de contribuer à la mobilisation de ces 5 000 milliards par an. Ce sont des ressources propres, ce n'est pas des dettes. Et le complément, il se fera par les mécanismes habituels de financement d'un État, dette multilatérale, concessionnelle, partenariat public-privé, qui devrait jouer un rôle important. Mais aussi, on ne le dit pas assez, Alphonse Dongo, il faut le dire assez, les IDE. Si vous choisissez direct étranger, si vous choisissez de confier l'essentiel de votre économie à des privés, ils vont financer. C'est leur argent, ils prennent le risque, vous créez les conditions. Vous disiez. Vous créez les conditions. Et l'IDE, le critère, l'indicateur des investissements directs étrangers, mesure l'attractivité de la nation, de son économie. On va y travailler. Climat des affaires, amélioration des infrastructures, amélioration du système judiciaire. On sait que s'il y a des problèmes, on a beau sanctionner les magistrats, c'est toujours pas au point. Le président en est conscient, il préside le conseil de la magistrature, il frappe. Je ne sais pas si beaucoup de pays font ça. Beaucoup de magistrats sont radiés. Nous devons continuer. Bien sûr, nous devons continuer à travailler contre les contre-valeurs. C'est tout ça qui concourt à créer le climat d'affaires favorable à ce que les IDE et les PPP augmentent. Ils viendront compléter, on l'espère, l'effort national, l'effort en propre que nous faisons. Et c'est ça qui va permettre de financer l'économie. Pour ce qui concerne la diversification, et je vais m'arrêter là, on a identifié
les principaux secteurs. En 2021, il y en avait 6. Industrie, tourisme, immobilier, numérique, ZES et j'ai dû en oublier un. Bon. Et il y avait 6. Service, vous avez cité, oui, service. D'accord. Aujourd'hui, il y en a plusieurs sur lesquels nous allons continuer à travailler, évidemment. On va pas, sur ces 6-là, on ne va pas s'arrêter. On ne va pas marquer un coup d'arrêt, ça n'a pas de sens. On va poursuivre d'ambition sur ces 6. Il s'agit d'accélérer le même projet. Ce n'est pas un nouveau projet, on l'accélère. On poursuit. Hier, on a poursuivi, maintenant on accélère. Mais on a ciblé 2. L'agriculture et l'industrie. L'agriculture au sens large. C'est là-dessus que nous allons nous appuyer pour que la diversification et pour que l'accélération du développement, l'accélération de la croissance puisse réellement être visible. Et c'est autour de ça. C'est le noyau dur du projet sur lequel nous allons tenter de faire décoller le pays vers une accélération. Oui, et Richard, avec ta permission, s'il te plaît, je m'en voudrais de ne pas poser la question à Monsieur le ministre qui parle de mobilisation de 5 000 milliards par an. Donc, on peut dire sur la période 2026-2031, on en sera à 25 000 milliards de francs CFA. Et on comprend donc, ce sera financé, comme vous le dites, par les recettes pétrolières. Mais alors, il y a quand même un souci, puisque nous avons un stock de dettes très important, comme vous le savez, sur le marché domestique, c'est-à-dire de l'Afrique centrale, on est à 5 180 milliards de francs CFA, 6 100 milliards en ce qui concerne, plutôt dollars cette fois-ci, en ce qui concerne les autres, notamment le marché londonien. Et puis nous avons la dette envers la Chine. Comment donc ça va se passer lorsque vous parlez de mobilisation de 5 000 milliards par an? Comment est-ce que ça va être absorbé en ce qui concerne le service de la dette? Alors, 3 choses. Oui. 3 choses. Vous êtes journaliste économiste, c'est pas bon de faire des raccourcis. Surtout si vous reprenez des propos du représentant d'un candidat. Je n'ai pas dit que les 5 000 milliards seraient financés par le pétrole. On n'a jamais dit ça. Pas du tout. Les 5 000 milliards seront financés par des ressources fiscales propres, générées par l'économie. C'est, pour dire des choses en mots simples, l'impôt et la douane. Puis un certain nombre de taxes qui aujourd'hui se rapprochent de plus en plus de ce que rapporte le pétrole. Premièrement. Deuxièmement, oui, le pétrole y contribuera, notamment en termes d'accélération, grâce au gaz qui monte en puissance et au pétrole qui va augmenter. Troisièmement, évidemment, nous espérons bénéficier des concours internationaux comme n'importe quel pays. C'est-à-dire donc des emprunts. Des emprunts concessionnels, parce que c'est la règle depuis quelque temps, c'est pas un péché. Le pays le plus endetté du monde, c'est les États-Unis. Le deuxième, c'est peut-être la France. Donc, c'est pas un péché d'être endetté. Le problème, avec la qualité de notre signature, Monsieur le ministre, on ne peut pas avoir des taux qui sont tout à fait concessionnels, Monsieur Ndongo. Je viens de dire concessionnels. Concessionnels. Auprès du Fonds monétaire. Vous ne m'écoutez pas. Concessionnels. Le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BADEA, ainsi de suite, offrent des emprunts concessionnels. Ils sont nombreux. Bon, donc, depuis un moment, c'est ça la règle. Dans ce pays, vous ne vous rendez pas compte. Depuis un moment, la règle, c'est... De façon parallèle au stock de dette existant. Alors, je vais venir au stock existant. Donc, c'est ça la règle. On s'endette auprès des multilatéraux à des conditions concessionnelles. Ensuite, autre source, ce sera les IDE. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Oui. Puis, les PPP. Donc, franchement, le raccourci est énorme, Alphonse Ndongo. Bon, donc, nous allons tout faire pour financer ces 5 000 milliards de CFA par an. Évidemment, à quoi ils vont servir? À quoi ils vont servir? Évidemment, ils vont servir, nous l'espérons, massivement à financer l'investissement. Parce que c'est l'investissement qui produit du développement, de la croissance. On espère. Aujourd'hui, nous avons un niveau d'investissement qui n'excède pas les 400 milliards par an. On espère qu'on va aller beaucoup plus loin, pourquoi pas 2000 milliards par an d'investissement. Quand je dis 2000 milliards, c'est à la fois l'investissement porté par les fonds publics et l'investissement porté par, de nouveau, les secteurs privés. On espère arriver à ce niveau-là. Deuxièmement, évidemment que ça va servir à rembourser la dette. Quel est cet État qui va dire, moi j'ai beaucoup d'argent, je ne rembourse pas? Donc on l'a intégré
dans les charges qui sont les nôtres. Mais parallèlement, cela se passe sous vos yeux, sous nos yeux. Je vais m'adresser aux populations. Nous sommes en train de reprofiler la dette, ça se voit, non? Tout ce que le ministre des Finances est en train de faire, c'est pour, allonger les durées, allonger ce qu'on appelle... À quel taux? Il n'a pas envie que je parle. Moi, bien sûr, non, monsieur le ministre. Il a remplacé Richard, là. Non, les taux sont importants. Tu veux remplacer Richard? Non, pas du tout. Tu veux animer l'émission? C'est pour le bien des Congolais, monsieur. Tu veux animer l'émission? Pas du tout. Je change de place dans ce cas. Bon, donc on reprofile. Quand on reprofile, on travaille sur tous les éléments, Alphonse Tongo. On travaille sur la maturité, c'est-à-dire sur la durée, et on travaille sur le taux d'intérêt. Pour l'instant. Et ce sont des éléments économiques et financiers. Le taux d'intérêt n'est pas fixé d'autorité par celui qui emprunte, c'est jamais comme ça. C'est celui qui prête qui fixe le taux d'intérêt. Il le fixe en fonction de plusieurs facteurs. Pour l'instant, oui, les taux sont quelque peu élevés. Nous sommes convaincus que plus nous serons performants dans la gestion du portefeuille de dette, et moins le taux d'intérêt sera élevé. C'est une règle économique et financière simple, c'est comme ça. Le taux d'intérêt reflète le niveau de risque perçu par celui qui prête. Donc, grâce à nos 5 000 milliards de CFA par an, si nous respectons scrupuleusement nos engagements, la prochaine fois, le taux il baisse. La fois d'après, il baisse encore jusqu'à ce que nous ayons le taux le plus bas possible. Ça se construit, ça ne se dicte pas. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, nous sommes en train de reprofiler toutes les dettes à trop court terme que nous avons dû engager dans la période difficile où la croissance n'était pas au rendez-vous, où nous n'avions pas de revenus pour faire face à toutes nos obligations. Toute cette dette-là, nous sommes en train de la remplacer par une dette de plus en plus vertueuse, où on voit les maturités s'allonger, les partenaires s'améliorer en qualité de mieux en mieux, et nous sommes en train de petit à petit entrer dans le marché international privé. Ce n'était pas arrivé dans ce pays à ce niveau depuis très longtemps. Donc là, visiblement, il y a un excellent travail qui est fait pour le traitement de la dette, parallèlement à la mobilisation des ressources. Donc ça, ce n'est pas un frein, au contraire, c'est un élément à intégrer dans l'action du gouvernement pour assainir les finances nationales de façon à donner le plus de marge de manœuvre possible à l'État congolais, au gouvernement, pour financer le développement. C'est très clair. Alors, Monsieur Kitsembo, le représentant du candidat Denis Sassou Nguesso, a identifié 2 piliers essentiels pour accélérer, pour utiliser le mot, la diversification de l'économie. C'est l'agriculture et l'industrie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Congo importe à hauteur de 600 à 700 milliards de francs CFA de produits vivriers par an. Donc il faut domestiquer, il faut que tout ça baisse en tout cas sensiblement. Vous, Ufrem Dev Mafoula, est déclaré vainqueur de la présidentielle de 2026. Vous actionnez quel levier pour accélérer la diversification de l'économie congolaise? Je vous remercie pour cette question. Ou pour le virage, pour prendre leur terme. Ou le virage, oui. Je vous remercie pour cette question. Donc, vous savez mieux que moi, même le ministre vient de le souligner. L'agriculture, c'est un levier qu'on ne peut pas, c'est incontournable aujourd'hui dans notre pays. Nous avons quand même pratiquement 10 millions d'hectares de terres arables, alors qu'il y a autour de 3 millions qui sont actuellement utilisés. Donc, effectivement, ça, c'est un élément, on ne peut pas ne pas s'en passer. Donc, en plus de ce qu'il veut dire, en plus de ce qu'il a dit... on ne peut pas ne pas s'en passer. Voilà. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. On ne peut pas ne pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer. C'est ça. C'est ça, non? D'accord. On avance. Voilà. On avance. Donc, on ne peut pas s'en passer. Donc, aujourd'hui, c'est un élément important. Et tout le monde est d'accord. Vous avez dû recevoir pratiquement tous les candidats. Ils se sont rendus compte que, nous sommes tous rendus compte que il faut que nous puissions réduire la dépendance du pétrole pour développer, en fait, pour diversifier l'économie. En plus de l'économie, en plus de l'agriculture, en plus de l'industrie, nous avons encore d'autres piliers qu'il faut mettre en place, qu'il faut développer. Donc, avant de faire tout ça, il faut d'abord faire un assainissement des finances publiques. C'est-à-dire que nous avons prévu faire un audit des finances publiques pour dégager les marges budgétaires qui vont nous permettre effectivement de regarder. Qu'est-ce qu'on trouve? Notre mécanisme de recouvrement, par exemple, des taxes, tout ce qui fait les éléments fiscaux.
Il faut qu'on regarde tout ça. Donc, c'est un audit. Ils sont... Non, mais nous, on va faire un audit là-dessus parce que c'est eux qui ont chiffré. Nous, on va faire un audit pour avoir des chiffres clairs et précis. Voilà. Donc, au-delà de ça, donc, nous avons l'agriculture, nous avons l'industrie, mais nous allons au-delà. Par exemple, pour nous également, nous avons les forêts. Nous avons la forêt aujourd'hui qui représente à peine le bois, qui représente aujourd'hui à peine 1,5 ou 2%, par exemple, ça part au budget. Et ça, c'est des éléments que nous devons regarder avec la transformation des bois sur le territoire national. Parce que nous avons des avantages là-dessus, parce que non seulement ce sont des secteurs qui peuvent faire monter la croissance par le haut, mais aussi c'est générateur d'emplois. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ces éléments-là aussi. C'est aussi générateur d'emplois. Donc vous avez le bois, nous avons les mines. Comprenez, nous avons un sous-sol qui est très très riche. Effectivement, c'est autant d'éléments que... Sous le magistère du ministre, le code minier congolais a été... Voilà, c'est ça. Ça a été adopté. Le code forestier nouveau prévoit le contrat de partage. Voilà, enfin, effectivement. Nous avons des outils. On a bien préparé le terrain. Nous avons des outils aujourd'hui qu'il faut utiliser. Vous comprenez, nous avons des outils, vous n'avez pas le code minier, vous avez le code forestier, tous les éléments. Nous avons aussi les services. Vous comprenez, c'est autant d'éléments qui vont permettre à ce que, aujourd'hui, nous sommes dans une société, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons par exemple, tout le monde est interconnecté. Et vous regardez même aujourd'hui comment le petit commerce est en train de se développer à travers des outils informatiques. Donc, l'économie numérique. Donc, nous avons un certain nombre des éléments, je ne vais pas insister là-dessus, je ne vais pas m'étaler là-dessus, nous avons un certain nombre de points que nous avons prévus que le candidat Dave Mafoula a prévu dans son programme, qui va permettre en quelque sorte que dans les 5 années qui vont suivre, vous allez voir, vous partez, vous revenez, vous n'êtes plus dans le même Congo. Parfait. Alors qu'on a terminé avec des discours depuis pratiquement 20 ans, on nous dit la même chose, alors quand vous partez, vous savez, je suis parti en Europe, je suis revenu pratiquement 20 ans après, pratiquement rien n'a changé. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Puis j'ai laissé le problème d'électricité, je suis venu trouver le problème d'électricité. Donc je vous prends juste ce détail-là. J'ai laissé, il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas l'eau dans les robinets et je suis venu trouver aussi il n'y a pas l'eau dans les robinets. Donc voilà un peu là où je peux m'arrêter. Votre propos, nous sommes à la fin de l'émission, confrère. Quelques secondes avant qu'on nous laisse le mot de la fin. Oui, je crois qu'il faut miser sur la diversification de l'économie nationale à travers l'agriculture, effectivement l'industrie, mais il y a quelque chose qu'on ne relève pas tout le temps, c'est aussi les mines. Lorsque vous regardez la part des mines dans le produit intérieur brut du Congo, on est à peine à 1%. Ce n'est pas possible parce que le Congo est quand même un pays qui détient des ressources minières assez importantes. Étonnant qu'on ne puisse pas aujourd'hui les quantifier puisqu'il n'y a jamais eu vraiment une véritable étude géologique pour quantifier les potasses et tout ce que nous avons comme ressources minières. Mais il faut absolument donc compter aussi sur ces secteurs. Cela peut, pour moi, être des éléments substantifs qui permettront au Congo de mieux orienter sa politique de diversification de l'économie, mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que le pétrole devrait être la soupape sur laquelle on s'appuie pour donc engager le chantier, le vaste chantier de diversification de l'économie nationale. C'est très clair. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. L'intérêt pour le Congolais ordinaire qui nous suit, c'est que va devenir la cherté de la vie à laquelle il fait face aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas votre domaine de façon spécifique, mais c'est aussi vrai que le gouvernement congolais a fait des efforts en termes de diminution des taxes sur les produits de première nécessité, de façon à ce qu'ils ne coûtent pas excessivement cher pour le consommateur congolais. Mais ils veulent plus que ça. Ils veulent que le pain soit moins cher, en tout cas que toute l'électricité soit moins chère, que l'eau soit moins chère, etc. Et donc l'intérêt pour le Congolais ordinaire qui nous suit en ce moment, c'est de savoir si au soir, après en tout cas le 15 mars, ces conditions de vie vont s'améliorer. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission et il y a encore beaucoup de choses qu'on aurait pu dire. Bon, j'ai écouté le représentant du candidat Mafoula en souriant très, très gentiment parce que le discours que j'entends, c'est le discours que nous on a eu plusieurs fois. Et lorsque nous citions 6 secteurs, on nous accusait de faire du saupoudrage. Donc bon, merci, bravo, bienvenue au saupoudrage. Vous avez réduit à 2 maintenant. Nous on réduit à 2, ils sont repartis à je ne sais pas combien. Alors, je dois dire aussi que quand je dis on réduit à 2, c'est nous avons décidé de choisir des domaines, comme on dit, de concentration de l'effort. Mais on n'a jamais dit qu'on abandonnait les autres. Sinon, on n'aurait pas fait le code minier, sinon on n'aurait pas fait le code forestier. Évidemment,
Sinon, nous ne serons pas battus pour réformer le secteur numérique. Des importantes réformes ont été faites. Nous ne serons pas battus pour réformer le secteur de l'immobilier. Donc, on ne sera pas battus pour faire les zones économiques spéciales, et ainsi de suite. Donc, non, bien sûr, le fait de choisir 2 secteurs de concentration ne veut pas dire qu'on a occulté les autres, sur lesquels nous travaillons depuis des années, occulter ceux de 2021, qui sont toujours, évidemment, parmi nos priorités, mais il y a un moment donné, il faut en choisir. Il faut choisir une vraie priorité, on a choisi 2. Ces 2 priorités ne pourront être réalisées qu'avec un certain nombre d'accompagnements. Mais dans les autres domaines, il y a des projets phares, évidemment. Le président est très attaché au projet des engrais chimiques. Ça va beaucoup plus loin que les mines. Le président est très attaché au développement des mines. Et je crois que si tout va bien, nous devrions avoir un très beau développement de phosphate par une entreprise chinoise. Et on a tous les ingrédients qui ont été mis en place pour ça. Mais nous espérons que les autres mines aussi vont se développer, la potasse, et ainsi de suite. Il y a des mines qui fonctionnent dans la Bouenza, en matière de cuivre, ainsi de suite. Donc non, on n'a rien abandonné. La forêt, le président n'arrête pas de le dire, nous allons, grâce au contrat de partage, tout faire pour rendre effective l'obligation de transformation locale. On n'y est pas parvenu jusqu'à présent, parce qu'encore une fois, on ne peut pas prendre une Kalachnikov, mettre sur la tempe des gens et leur dire vous transformez. Ils ont posé des conditions qui n'étaient jamais réunies pour justifier qu'ils ne le fassent pas. Parce que c'est au secteur privé de le faire. Mais là, avec le contrat de partage, l'État aura une part de bois qui lui revient, comme pour le pétrole. Nous pourrions avoir une SNPC bois, qui pourrait donc le faire. Même si eux ne veulent pas le faire, nous pourrions décider, par la volonté politique, de le faire nous, État. Nous en aurions les moyens institutionnels et nous pourrions avoir les moyens économiques et financiers. Donc, bien sûr que le fait de dire qu'il y a une concentration particulière sur 2 secteurs n'occulte en rien tous les autres. Je voudrais aussi, mais vraiment pour terminer, vous avez posé la bonne question. Quel est l'objectif du président candidat? C'est le développement du pays. Vous voyez qu'il persiste sur le mot. Qu'est-ce que c'est le développement? Si c'est le développement au service de l'amélioration des conditions de vie des populations. Sinon, ce n'est pas le développement. Il y a beaucoup de définitions de développement. Le développement du pays, pour être très court, c'est le développement des hommes et des femmes du pays. Sinon, ce n'est pas le développement. Donc, c'est bien cela qu'on vise. Mais comment on y parvient? C'est ça la question. S'agissant de la dépendance en produits vivants de l'étranger, la seule solution, c'est d'augmenter la production locale. Il n'y a pas 36 solutions. C'est développer le secteur primaire agricole et autant que possible, et c'est là le lien avec l'industrie, transformer sur place tout ce qu'on peut transformer. On rêve d'avoir des jus de Tuiteke, de Malombo, de Mbele Sobé qui vont venir concurrencer progressivement et éliminer les jus importés qui sont de très mauvaise qualité pour la plupart d'entre eux. C'est du gaz, c'est des colorants, ainsi de suite. Absolument. On pourrait avoir des jus naturels ici, de nos propres produits. Voilà. C'est cette production nationale. Si nous voulons réduire l'importation de riz, il faut produire davantage de manioc, donc le transformer davantage en foufou, produire davantage de bananes plantain. Beaucoup de nos citoyens ne consomment que la banane plantain, et ainsi de suite. Et donc, c'est bien le chemin que l'on prend, mais on sait aussi que pour accompagner cette amélioration de la vie des Congolais, la nourriture ne suffit pas. Il y a tout le reste. Il y a ce qu'on appelle l'accès aux services sociaux de base. C'est l'énergie, c'est l'eau, c'est la santé. L'effort pour la santé, je crois qu'il est visible, indiscutable. C'est les logements. Cet effort, il faut l'accentuer, l'accès au logement. C'est les transports en commun, ainsi de suite. C'est l'assainissement des villes. Toutes ces mesures doivent accompagner l'amélioration des conditions de vie des populations, bien entendu, grâce aux 5 000 milliards de CFA que nous voulons mobiliser. Et je vais terminer par là, l'électricité, probablement, après l'agriculture et l'industrie, est la troisième priorité de ce nouveau mandat. Nous avons tout ce qu'il faut pour que cela se produise. Je dis bien tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on a les solutions, on a les financements, on a les acteurs. On a tout préparé avant la fin du mandat
pour que le prochain mandat soit vraiment le mandat d'un Congo où l'électricité est abondante et disponible. Merci Au service du développement. Merci Bruno Jean-Richard Itoa. Je rappelle que vous êtes le ministre congolais des hydrocarbures, porte-parole du candidat Denis Sassou Nguesso, que vous avez représenté autour de cette table. Merci d'avoir participé à cet échange. Xavier Kitsembu, vous avez représenté à cette table Euphrem Dave Mafula, vous êtes enseignant. Merci d'avoir participé à cet échange et bonne chance à votre candidat. Alphonse Ndongo, vous êtes journaliste économique, directeur de ANTV, une TV dédiée à l'économie et aux finances. Merci à vous. On souhaite à vous tous une campagne apaisée, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, il reste que quelques jours, un scrutin apaisé et que tous les Congolais se consacrent à la reconstruction de votre pays, le Congo qui reste un pays stable et un pays de paix. C'est ce que nous souhaitons tous. C'est la fin, mesdames Merci et messieurs, beaucoup de notre émission, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles à nos programmes. NCA est disponible sur le bouquet Canal+, Afrique au Congo sur le canal 9, dans le reste du continent sur le canal 573 et en France sur Free, canal 426. Encore une fois, restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de débat présidentiel. Merci à vous.